société JPA, premier employeur privé de Pleurbel Communauté, pour la qualité de l'accueil et pour son équipement en faveur de notre région. Je suis ravi d'être en ces lieux pour cette signature. On en parlait juste à l'instant avec le vice-président. La convention que je m'apprête à signer au nom de Pleurbel Communauté avec le Conseil régional est certainement un acte nécessaire et important pour nos futures interventions dans le domaine économique pour les années qui viennent. C'est un événement important puisque cette compétence a été dédiée au Conseil régional et aux EPCI qui, elles, interviendront, bien entendu, dans le cadre fixé par convention. C'est la loi NOTRe qui le détient. En effet, les comités de communes et les comités d'agglomération sont destinés à devenir partenaires de la région pour répondre aux besoins et, bien entendu, aux projets de nos entreprises. Nos collectivités seront donc à l'avenir un peu comme les représentants de commerce sur le terrain, qui devront proposer et mettre en place des outils mis au point par le Conseil régional et, bien entendu, leurs outils propres dans le cadre de cette convention. C'est l'objet de... Cependant, Monsieur le Vice-président, comme tout représentant de commerce qui doit proposer ses produits, nous avons besoin également d'un catalogue qui les présente et qui les met en valeur. Aujourd'hui, à ma connaissance, ce catalogue n'existe pas et restera très certainement à mettre au point. Ah, il l'a. Je te remercie. Il y a urgence en ce domaine, car si autrefois nous pouvions encore espérer démarcher de grands projets d'implantation, ce type d'opération devient de plus en plus rare. Aujourd'hui, nos collectivités sont surtout interrogées pour l'accompagnement de projets de développement endogène. Nos entreprises à Pleurbel Communauté et ailleurs sont souvent très performantes et ont dans leur dossier des projets de développement qui sont quelquefois très importants et nous sommes souvent fort démunis pour pouvoir répondre à leurs demandes, à leurs besoins. Ce seront un élément de réponse qui nous manque. J'ai, comme l'ensemble du Conseil régional, la semaine passée, entendu beaucoup de choses sur la région actionnaire. L'intervention en fonds propres sur le haut de bilan est certainement, dans certains cas, une partie de la solution. Mais ça ne peut pas l'être dans tous les cas. Les avances remboursables peuvent également permettre de lever des financements classiques auprès des banques, mais où peuvent-elles aller? Dans quel cas pouvons-nous en parler? Pour financer quel type d'investissement? Jusqu'à quel montant? Y a-t-il un plafond? Voilà toutes ces questions qui sont récurrentes et qui sont importantes pour nous. La subvention, je dirais, l'outil traditionnel jusqu'à présent, garde aussi beaucoup de ses vertus, mais là aussi, quel montant, quelles conditions, tout ça, ça doit être clarifié, bien déterminé. Ce sont toutes ces informations et ces règles d'intervention qui aujourd'hui nous manquent pour participer au montage des dossiers de nos entreprises. Bien évidemment, la décision d'intervenir ou pas reste de la seule compétence du Conseil régional. Mais si nous, les communautés de communes, devons informer nos porteurs de projet, il nous faut un minimum d'outils. La convention que nous avons signée fixe le cadre politique et les grands objectifs de nos interventions mutuelles, mais si le PCI doit intervenir directement, dans quelle mesure peut-il le faire? Pour quel type d'investissement? Pour quel montant minimum ou maximum? Sous quelle forme? Tout cela doit être déterminé, car sans cela, notre action perdra véritablement de notre efficacité. Le but du développement économique, c'est bien évidemment de créer de la richesse, mais c'est aussi, et surtout pour nous, collectivités de terrain, de créer de l'emploi, cercle vertueux de développement. Aujourd'hui, un certain nombre de nos entreprises sont fortement créatrices d'emplois, mais butent sur des difficultés d'embauche. Autre sujet. Une autre grande compétence régionale concerne la formation initiale d'abord, des lycées, mais également la formation professionnelle et permanente. À cet égard, des comités locaux d'emploi et de formation ont été créés. En ce qui concerne le pays de Pleurbel, un très grand nombre de difficultés ont été exposées à l'occasion de ces comités. Les difficultés de recrutement dans les métiers de la viande, les mêmes difficultés dans les métiers de la métallurgie et dans tous les secteurs industriels, ça. Des difficultés sur des postes de conducteurs de ligne ou de maintenance industrielle. La mise en place des stages de formation a été évoquée dès le début en s'appuyant sur des plateformes existant localement et en tout cas à proximité ou en s'appuyant, le cas échéant, sur les entreprises elles-mêmes. Aujourd'hui, à ma connaissance, aucun de ces stages n'a été mis en place. J'ai l'impression qu'en termes de formation, on s'appuie d'abord et avant tout
sur ce que les établissements de formation existants, ou les stages qu'ils proposent, plus qu'on ne cherche à répondre aux besoins exprimés par nos entreprises. Ceci est un véritable problème qui doit être pris en compte dans la politique régionale de développement économique. De même, quand on a la chance de pouvoir créer un nouvel établissement de formation de type lycée, c'est pas folle, essayons le plus possible de faire correspondre l'offre de formation aux besoins du pays où se situe ce nouvel établissement. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans les diverses réunions présidant à l'installation de ce lycée de Ploërmel, beaucoup d'emplois industriels sont situés en Bretagne intérieure, alors que la plupart des formations techniques sont situées sur ce qu'on appelle la côte. Il y a là un vrai fossé qu'il nous faut combler. Voilà en quelques mots, Monsieur le Vice-président, les points sur lesquels il me paraissait nécessaire d'insister à l'occasion de cette signature. Mais je sais compter sur vous, sur mon collègue Paul du Conseil régional, pour nous apporter les réponses adéquates dans un avenir que, bien entendu, je souhaite le plus court possible. Merci de votre attention et merci pour cette convention. Bien, Monsieur le Président, cher Patrick et collègues, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Sous-préfet, Monsieur le député, cher Paul, et également collègue à la région de Bretagne, quelques mots, peut-être d'abord, avant de répondre, je l'espère, à l'ensemble des questions sur lesquelles j'ai été bien légitimement interpellé, rappeler le sens de la démarche et de cette convention qui nous amène aujourd'hui à être réunis ici à Josselin. Nous aurions pu faire, dans la situation post-loi NOTRe, au moment où la loi NOTRe est entrée en application, avec, je le rappelle, cette volonté du législateur de venir clarifier, répartir, simplifier, dans tout cas l'ambition affichée, elle est totalement réussie, je ne me prononcerai pas en la matière, mais sur le champ du développement économique, en tous les cas, on peut considérer qu'elle est un partage assez clair, avec une responsabilité renforcée donnée au Conseil régional de Bretagne, qui devient chef de file en matière de développement économique, compétent s'agissant de l'élaboration de ce qu'on appelle le SRDE2I, le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, que nous appelons notre région la glace économique, et la stratégie régionale de développement économique. Compétent également donné à la collectivité régionale en matière d'aide directe aux entreprises, et puis incarnation d'un binôme avec une compétence renforcée également donnée aux EPCI, notamment sur le champ de l'immobilier public d'entreprise. Cette clarification d'ailleurs et cette nouvelle répartition des compétences avait amené, ça a échappé à personne, la disparition et l'extinction de la compétence économique au départ. Dans cette nouvelle donne territoriale, dans cette nouvelle répartition des compétences des collectivités, il y a une volonté qui est émergée en Bretagne, poussée par la région de Bretagne, bien sûr par son conseil régional, mais je crois par l'ensemble des 50 EPCI la Bretagne, que ce soit des communautés de communes, des agglomérations ou de métropoles, que de ne pas nous satisfaire de cette type de partage. Je dirais plutôt de saisir l'opportunité de cette loi NOTRe et de cette ligne de partage pour essayer de trouver une opportunité de créer les meilleures articulations, les meilleures complémentarités, les meilleures convergences de vues de manière à additionner nos forces. Et l'ambition que nous affichons à travers cette convention, en tout cas c'est la 18e que je signe, à travers ces conventions, ces 59 conventions que j'aurai l'occasion de signer d'ici le mois de janvier, c'est bien justement de permettre à ce que le Conseil régional de Bretagne, la collectivité régionale, avec les 59 territoires qui font la richesse de notre région, viennent additionner leurs forces, viennent s'assurer des meilleures complémentarités de leurs interventions respectives, et puis de faire converger leurs vues sur une stratégie de développement économique sur le territoire. Et c'est ce qui m'amène au volet 1 de cette convention, qui est celui du diagnostic et de la stratégie de territoire. Il y a une stratégie régionale qui existe, je l'ai dit, la glace économie. Je rappelle la glace, ce mélange de trois couleurs que nous avons trouvé pour essayer de donner un peu d'identité à ce schéma, qui est un schéma réglementaire et qui parfois manque un petit peu d'incarnation, où il est difficile de s'approprier, qui est ce mélange du vert pour les activités agricoles et l'agroalimentaire. Je le dis ici, ça prend tout son sens. Et puis bien sûr le vert pour ces économies qui sont en dynamique autour de la transition numérique, de la transition environnementale, le bleu, le mélange du vert avec le bleu pour la maritimité qui est celle de la Bretagne, de cette volonté qui est la nôtre en Bretagne de tirer profit de la mer,
dans le respect bien sûr du développement durable, mais pour en faire une source de croissance durable, la croissance bleue, et puis enfin le gris, pour ce qui touche bien sûr à la silver economy, à la e-santé, mais bien sûr aussi à l'innovation, à la matière grise. Il y a donc un schéma, une stratégie régionale de développement économique, 11 filières socles, 7 domaines d'innovation, 7 domaines d'innovation stratégique. Mais cette stratégie régionale, cette volonté, cette impulsion que nous entendons mener à l'échelle de la collectivité bretonne, elle n'a de sens que si elle vient se territorialiser, s'adapter et se rendre complémentaire de volontés politiques qui sont exprimées dans les 59 EPCI. Pour le dire dans d'autres termes, il n'y a pas, s'il y a bien en effet une stratégie régionale, il n'y a pas de jacobinisme régional qui vaille. Il y a simplement la volonté du conseil régional, de ses élus, de son exécutif, que de venir discuter, dialoguer, nous mettre d'accord sur un diagnostic qui est propre à un territoire et une EPCI, et donc propre à votre communauté de communes, de PML communauté, pour dégager ensemble une dynamique et venir adapter la classe économie à votre territoire. C'est l'objet premier de cette convention. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je serai trop long, mais je crois que nous avons réussi par un travail de qualité, d'échanges sincères, de partager les atouts, les difficultés qu'il peut y avoir, les enjeux qui sont propres à PML communauté pour que les deux collectivités, Bretagne et PML communauté, soient en mesure de parler d'une seule voix vis-à-vis de nos acteurs économiques. Premier volet, c'était donc celui de faire converger nos vues sur le diagnostic et la stratégie. Le deuxième volet de cette convention, il tourne autour de l'aide et des aides, des dispositifs d'accompagnement aux entreprises. Et pour répondre finalement, j'en profiterai pour répondre à l'interpellation qui m'était adressée à la collectivité régionale, il est vrai que la puissance publique régionale, à travers son action économique, a une palette d'interventions qui s'est étoffée avec maintenant cette possibilité d'entrer au capital d'une société commerciale, mais l'alpha et l'oméga, si je puis dire, de l'action régionale ne varie pas. Et la palette d'outils est très diverse, très complète, mais parfois, il faut aussi le reconnaître, pas forcément appropriée, et peut-être pendant un temps pas appropriable parce que nous n'avions pas cette complémentarité, cette possibilité de nous appuyer aussi sur les élus des territoires, sur leurs services, pour être le relais de l'ensemble des dispositifs d'accompagnement qui peuvent exister à l'échelle régionale. Et c'est ce que nous avons tenté, en tous les cas, nous tentons d'y remédier maintenant par des actions de communication. C'est la première fois que j'ai l'occasion de la montrer. C'est donc un privilège donné à Jocelyn, par sous le contrôle du directeur à l'économie Gaël Guégan, qui peut en témoigner et en attester. Elle n'avait pas été encore tirée, mais cette brochure à destination de l'ensemble des prescripteurs, des élus, de manière à pouvoir s'approprier l'ensemble de la palette d'interventions, que ce soit les domaines de l'avance remboursable, de la subvention, les interventions sur le niveau de bilan, de prêts d'honneur, de prêts bonifiés, bref, j'en passe et des meilleurs. Il est une multitude d'accompagnements, et je tiens d'ailleurs à ce qu'il en soit ainsi, pour justement venir répondre à la multitude des situations et surtout aux spécificités des typologies d'acteurs. Et il y a une volonté, suite au retrait du département du champ d'action économique, eh bien que d'apporter une réponse dans des dispositifs spécifiques en accompagnement de nos TPE, de nos artisans, de nos commerçants, qui font la richesse de l'économie de nos territoires, qui participent de la vitalité de nos bourgs, de nos communes, de nos agglomérations, de nos communautés de communes. Et il y avait urgence à ce que la collectivité régionale puisse apporter des réponses nouvelles. Et c'est justement ce qui est indiqué tel quel dans cette convention, cette volonté de créer ensemble, d'additionner nos forces pour créer un dispositif à destination de nos commerçants artisans TPE, qui s'appellera le pass commerçant artisan, et qui rentrera d'ailleurs en vigueur au 1er janvier 2018, si la mémoire est bonne. Et ça, en tous les cas dans les semaines et dans les mois à venir, il y a à travers cette convention cette première pierre à l'addition de nos forces sur des dispositifs d'accompagnement qui viennent répondre à des besoins du territoire en venant faire émerger ce diagnostic. Troisième volet de cette convention, et j'allais dire peut-être le plus essentiel, c'est celui, ce qu'on a appelé le service public de l'accompagnement des entreprises. Et je dis service public, ça n'a pas vocation à être une administration supplémentaire, mais simplement cette volonté de venir répondre à une attente légitime et qui nous était régulièrement exprimée par l'ensemble des acteurs économiques et par les élus des territoires, de venir coordonner, apporter plus de lisibilité et de visibilité à
l'ensemble de la chaîne de l'accompagnement de la multitude d'acteurs qui interviennent sur le champ du développement économique. Nous avons cette chance en Bretagne d'avoir des acteurs régionaux qui rayonnent partout en Bretagne, des acteurs régionaux qui parfois peuvent avoir quelques carences dans certaines présences territoriales, et des acteurs aussi qui sont le fruit parfois de volontés politiques, de volontés économiques, qui ont su émerger, qui sont vraiment le fruit d'une histoire d'un territoire. Et cette multitude d'acteurs, nous n'entendons pas venir la réduire, mais simplement en tirer profit, en réaffirmant notre volonté d'avoir des réseaux consulaires, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers de l'artisanat, des chambres d'agriculture, l'ADI, les PGE, le réseau Initiative, le réseau de Bretagne Active. Je vais en oublier, je m'en excuse. L'ADI, c'est toujours un risque quand on se lance dans une énumération, mais il est une multitude des clubs d'entrepreneurs, qui sont souvent d'ailleurs le fruit d'histoires locales, de longues histoires et d'engagement bénévole de nos acteurs économiques. Eh bien, gardons cette pluralité d'acteurs, mais venons nous assurer que chacune et chacun dialogue au quotidien ensemble, se soit approprié les capacités d'intervention respectives des collectivités ou du réseau voisin, de manière à ce que lorsqu'un acteur économique, car c'est bien là l'enjeu, se tourne vers son interlocuteur historique ou légitime ou instinctif, eh bien l'acteur de l'accompagnement soit en mesure d'apporter la réponse, la palette d'outils entière qui ne dépendent pas nécessairement de son champ de prescription. Je crois qu'il y a une volonté d'élus, de communautés de communes, de la région, mais je crois de l'ensemble des acteurs économiques de notre territoire, que de venir additionner nos forces, de venir faire converger nos buts, de manière à développer, de manière à assurer le meilleur développement économique sur nos territoires, et avec cette ambition qui est bien celle de la création. Enfin, dernier sujet qui n'est pas inclus dans cette convention, et je termine là-dessus, car je suis long, mais l'interpellation est, je le dis, légitime. Hein. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de dire quelques mots au moment de l'Open de l'industrie il y a quelques jours qui se déroulait à Saint-Brieuc sur le champ de la formation. Cette convention est bien là sur le champ économique, mais il n'y a pas de développement économique sans qu'il y ait un système de formation qui soit performant. Et il revient d'ailleurs à la collectivité régionale que de venir l'organiser. Je crois en effet à l'adéquationnisme. Et je crois en effet au besoin qu'il y ait des formations qui viennent répondre à des besoins économiques qui s'expriment sur les territoires. Et d'ailleurs, j'observe que de nombreuses formations qui sont parfois ouvertes, qui sont ouvertes sur le territoire à la suite de demandes d'acteurs économiques, parfois sur des filières en tension, parfois ne trouvent pas preneur. Il y a, je crois, un enjeu qui doit nous rassembler autour de l'attractivité d'un certain nombre de filières sous tension, avec des élus, des acteurs économiques qui parlent d'une seule voix pour rappeler qu'il est dans l'industrie, dans l'hôtellerie, de belles carrières, de belles évolutions de carrière, de beaux métiers dans lesquels des savoir-faire peuvent s'exprimer. Je crois que c'est notre responsabilité, acteurs économiques, mais bien sûr élus, que de porter sans cesse ce discours de manière à ce que l'ensemble des formations que nous ouvrons trouvent preneur. Mais la deuxième conviction que je porte sur le champ de la formation, je ne voudrais pas qu'on la réduise au seul besoin, à la seule adéquation entre besoins et réponses. C'est d'ailleurs ce que nous avons exprimé dans notre schéma régional de CPRD-FOP, le contrat de plan pluriannuel de formation et d'orientation professionnelle. C'est que la formation joue un effet moteur et un rôle moteur, et elle doit jouer un rôle moteur dans l'accompagnement de filières économiques émergentes. Autrement dit, par sa capacité d'anticipation sur un certain nombre de territoires, d'ouverture de formation à haute valeur, en anticipation de besoins économiques, je crois que nous sommes en capacité d'accompagner, de venir amplifier des dynamiques économiques, de faire émerger des filières. Et je le dis car ne réduisons pas la seule question de la formation au seul besoin d'adéquation dans le court terme entre des besoins économiques qui s'expriment sur un territoire et des réponses qui peuvent y être apportées. La volonté aussi politique que nous avons affirmée est bien de venir anticiper des dynamiques économiques en venant former de l'emploi qualifié sur les territoires de manière à pouvoir permettre à l'ensemble de notre économie de monter. Voilà, c'est quelques mots.